ce livre, en fait, Yanis Varoufakis. Comment on fait un scénario d'après? C'est un bouquin aussi touffu, aussi dense que celui-là. Au départ, il y a la crise grecque et l'Europe, qui ne fait pas grand-chose pour changer ce drame que vit le peuple grec de 2009-2010. Je me suis intéressé tout de suite à ce qui s'est passé là-bas. J'ai commencé à réunir du matériel en me disant peut-être on peut faire quelque chose. Ça ressemble. La difficulté, c'était qu'est-ce qu'on fait au fur et à mesure des mois et des années qui ont suivi. On fait un mélodrame ou on fait une tragédie. Voilà. C'était ça le choix que j'essayais d'organiser. Mais il manquait beaucoup de choses. On savait tout ce qui s'est passé à l'extérieur, et surtout en Grèce, le drame que vivaient les gens tous les jours, le chômage, les salaires qui baissaient, les jeunes qui partaient. Vous devez savoir peut-être que quelques 500 000 jeunes diplômés sont partis de la Grèce. Ils sont allés partout. C'est-à-dire un appauvrissement pour une génération, sinon plus. Mais il manquait toujours quelque chose, jusqu'au jour où il y a eu le référendum, et l'homme qui a démissionné, c'était le seul qui a démissionné parmi tous les autres. Je me suis dit, il faut le rencontrer, voir pourquoi et comment. Et je l'ai rencontré. Il m'a expliqué ce qu'il faisait pendant ces 5 mois et demi où il a négocié la dette. Et aussi, il m'a fait écouter des enregistrements de ses réunions, qui étaient vraiment un témoignage direct. Et il avait enregistré tout cela parce qu'il s'est aperçu très très vite, dès les premières rencontres, qu'il n'y avait pas de compte rendu de ces réunions. Et que chacun sortait et racontait tout ce qu'il voulait. Et lui-même ne pouvait pas aller à son gouvernement dire « j'ai dit ça, ils m'ont répondu ceci ». Donc il n'y avait rien, il a enregistré. Il m'a écouté ça, et là je me suis dit, voilà, ce qui manque au scénario, c'est cela. Et au lieu de faire un mélodrame, je me suis dit, je vais faire une tragédie grecque, avec naturellement une partie de mélodrame, ce que vivaient les Grecs. Voilà comment l'histoire est. Alors je lui ai dit, moi je vais collaborer avec vous, il m'a dit, non, je suis en train d'écrire un livre, et je lui ai dit, je vais lire sur votre livre. Et il a commencé à m'envoyer chapitre après chapitre, et à la fin, je me suis dit, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour le script, et j'ai travaillé très longtemps pour réunir tout ce qu'il fallait d'essentiel pour raconter cette histoire, parce que le livre fait à peu près 500 pages. C'est un livre passionnant. Si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus, il faut lire le livre. Conversation entre adultes, ça s'appelle. Voilà. Voilà, un peu de publicité pour le livre. Eh bien, j'ai passé beaucoup de temps pour chercher vraiment les choses significatives qui concernaient d'abord le comportement de l'Europe, enfin d'une certaine Europe, et ce qui s'est passé en Grèce en même temps, les relations entre les Grecs. Voilà. Et c'était un script qui a fait passer à peu près 1 an et demi, 2 ans presque pour le faire. Et vous l'avez écrit seul? Je l'ai écrit seul. J'ai essayé au début de travailler avec mon scénariste habituel, Jean-Claude Grabert, mais il m'a dit, moi les chiffres, ça ne m'intéresse pas du tout. Et voilà, ils m'ont abandonné, j'ai continué tout seul. Et vous aviez assez de recul par rapport à la situation grecque pour écrire aujourd'hui sur la crise qui n'est pas finie en fait? Aujourd'hui, on n'a pas de recul. C'est vrai que là, comme vous l'avez dit, c'est la crise continue, comme je dis à la fin, parce que c'est vrai que la tutelle européenne s'est relâchée un tout petit peu, mais il y a toujours des conseillers ici et là pour dire voilà, ça vous pouvez le faire, ça vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Mais la crise, les gens sont partis, ils ne vont pas revenir demain. Les salaires sont toujours très très bas, les pensions aussi. Le chômage est très élevé, il a baissé un peu. Il est passé de 28% à 18%. Voilà. Et c'est vrai que ça s'est amélioré un tout petit peu. Comme disent les financiers, ils disent on n'est plus dans les courbes rouges, on est passé dans les courbes vertes, qui se verdisent. Mais le peuple, ça n'a pas beaucoup verdi, et les mêmes financiers disent voilà, ça va encore durer 10 à 15 ans, peut-être même plus. Parce que la dette est toujours là, et que la dette n'a pas baissé. Elle reste stable parce qu'il faut payer les agios, qui au début étaient à 6%, 7% pendant une question. Maintenant, ils ont baissé les agios à 1%, je crois, 1,5%, quelque chose. Donc, c'est une petite amélioration de ce côté aussi. Mais la dette ne baisse pas. Vous n'avez sans doute pas de réaction, je ne vais pas monopoliser la parole. Allez-y, n'hésitez pas. C'est bien timide là. Ah, c'est bien. Là-haut.
Oui, moi j'ai été très estomaquée, je peux dire, mais surprise en fait de ce que cet Eurogroupe n'avait pas d'existence légale. Je me dis, mais en fait, l'Europe, derrière, c'est quoi en fait? On a quand même un Parlement, on a des institutions, on a des règles, et on a un Eurogroupe qui n'a pas d'existence légale. L'Europe est représentée par les personnes que nous votons, n'est-ce pas, par le Parlement européen. Mais le Parlement européen ne contrôle pas ces organismes parallèles qui ont été créés parce que, comme vous l'avez vu, l'Eurogroupe n'a pas de légalité. C'est un club de spécialistes, qui sont le ministre de l'économie, qui s'est réuni, ça a été créé comme ceci. Il s'est réuni pour donner des avis. Mais peu à peu, c'est devenu presque, complètement, le gouvernement économique européen. Comme le dit d'ailleurs le ministre allemand, qui dit tout ce que nous décidons ici, les chefs d'État le suivent complètement. Voilà. Donc ce n'est pas une Europe qui joue son rôle, le rôle de ses fondateurs. C'est une Europe qui est devenue peu à peu, elle est soumise aux forces financières. Voilà. On a des exemples. Nos démocraties le font de plus en plus, malheureusement. Vous savez, je répète toujours cette chose-là, c'est que Google, l'État français lui dit, vous allez payer des impôts, Google dit, non, je ne paye pas d'impôts. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait là? Il y a Facebook, il crée une nouvelle monnaie qui va peut-être circuler. Et les États, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas arrêter ça. C'est-à-dire, les démocraties, peu à peu, on crée des espèces de monstres qui sont en train de se poser complètement. Voilà. Et l'Europe, dans son ensemble, devrait vraiment, à mon avis, commencer à se battre contre ça et revenir à ce que les fondateurs voulaient, c'est-à-dire une Europe culturelle, comme disait Schuman, avant tout. Schuman disait une Europe culturelle avant les alliances militaires. Et aussi une Europe d'éducation, une Europe sociale, etc. Et aussi une Europe économique non plus. Mais aujourd'hui, l'Europe est devenue une sorte de supermarché où on peut acheter, vendre, et puis circuler librement, mais pour marcher, pour vendre. Il y a aussi un peu Erasmus, mais il s'affaiblit aussi de plus en plus. À mon avis, il n'est pas assez important. Il faudrait même faire, à mon avis, encore un Erasmus pour les agriculteurs. Qui ne sont pas là dans l'Europe, qui connaissent les uns les autres. Donc tout cela ne se fait pas, mais c'est l'économie, sauver les banques, maintenir les banques à une bonne hauteur. Et les banques font ce qu'elles veulent aussi d'ailleurs. Je lisais encore l'autre jour qu'ils vont entrer dans une nouvelle crise. Tous les 10 ans, il y a une crise de banque. Alors, bizarrement, le film aussi a eu du mal à se faire, il faut le dire. Il n'y a pas eu beaucoup de producteurs. Heureusement qu'il y a eu Michel Ragabras qui était là, parce que les chaînes de télévision, notamment, ne se sont pas ruées sur le projet. C'était difficile de monter ce film. Non, il est toujours difficile quand on a un sujet qui traite comme ça des sujets qui ne sont pas habituels dans leur ligne de décision. Bah, il se méfie beaucoup. Mais enfin, la télévision française, France 2, nous a participé à la production. Beaucoup d'autres ont refusé. Canal Plus a participé aussi à cette hauteur. Mais ça a été très difficile. Au début, il s'agissait, on a pensé à un moment donné, de faire des films avec des stars internationales. Mais très vite, je me suis aperçu que faire un film, faire des stars internationales, pour jouer des Grecs qui parlent entre eux en anglais, ça serait complètement absurde. Voilà. Alors j'ai dit, voilà, des Grecs pour les Grecs, puis les autres différents. D'ailleurs, on a poussé cette idée-là assez loin. On a demandé à voir des acteurs de chaque pays. Par exemple, l'espagnol, c'est un acteur espagnol. L'italien, c'est un acteur italien, etc. Le président qui vient de Hollande, c'est un Hollandais, un acteur hollandais, pour avoir un tout petit peu l'accent du pays. Quand il parle en anglais, parce qu'il parle tous anglais. Oui. Cher monsieur, je suis tellement heureux de voir que le Lion rugit toujours, celui de Z, celui de tous vos films. Et ce qui me frappe, c'est que vous êtes un exemple. Je suis tellement heureux de vous rencontrer parce que vous êtes un exemple et de dignité humaine et de dignité artistique. Votre film, il n'y a pas une once de putasserie, je dirais. C'est d'une élégance en même temps. Et c'est du cinéma, parce que c'est pas un discours, c'est pas
un plaidoyer, un pamphlet. C'est du cinéma, avec des plans séquences, avec des façons de montrer la solitude des Grecs en fixant la caméra, en les isolant, en montrant leur essence et leur existence. Et l'identité grecque, vous ne faites pas des discours, vous faites deux choses. Vous montrez leur nourriture et vous faites entendre leur musique. Et ça vaut tous les discours du monde. Et ça, c'est des idées de cinéastes. Et puis la façon dont ils jouent, dont le cadre s'empare des dialogues, c'est un chef-d'œuvre pour ça. Et après, moi, je ne connais pas bien la situation économique. Mais c'est pas grave, c'est du vrai cinéma. Et on est quand même si on ne connaît pas, si on ne comprend pas les rouages économiques, on est dans ce film. Parce que c'est un film à hauteur d'homme, c'est un film d'humain, c'est un film qui ne parle que d'humain et qui ne lève pas la voix. Le film ne lève pas la voix, il montre les choses sans les démontrer. Et moi, je suis absolument ébloui par tout ce que vous faites depuis toujours et par ce film-là en particulier. Maintenant, comment vous avez choisi ces acteurs? Je vois, il y a Tukur, comment vous les avez choisis chacun particulièrement? Vous voulez dire des acteurs. scènes ou des personnages? Non, les acteurs eux-mêmes, vous êtes allés les chercher. Les acteurs, écoutez, il a fallu d'ailleurs aller trouver des acteurs les grecs. Donc j'étais beaucoup au théâtre grec et j'ai rencontré des acteurs et j'ai choisi ceux que vous avez vus parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment très très bien. Et alors les autres des différents pays, on commençait par quelques Français, je connaissais déjà les Français, mais les autres je ne les connaissais pas. J'ai demandé à ce qu'on appelle quelqu'un, un casting directeur qui est à Londres, avec qui j'ai travaillé souvent, et qui m'a envoyé des propositions dans des différents pays pour ces différents acteurs. Et c'est comme ça que j'ai pu les choisir un par un, en écoutant aussi, ou en voyant des scènes qu'ils avaient fait en DVD, etc. Donc c'était un très très long travail, et c'était méticuleux, parce que je voulais beaucoup que les différents acteurs viennent de leur pays, parce qu'en parlant l'anglais, comme tous en Europe, et l'accent du pays. Pour ceux qui connaissent bien l'anglais, entendent tout de suite le pays d'où chacun vient. Je n'ai qu'un problème, c'est avec le finlandais, qui au dernier moment n'a pas pu venir. Alors j'ai pris un grec, et je l'ai doublé par la suite par un acteur finlandais. Et on l'a doublé, on fait un doublage absolument extraordinaire avec les numériques aujourd'hui, on fait des choses avec lui. Il était à Sesnik, et moi à Paris, dans des studios différents, et on a pu se doubler comme cela. Voilà. Mais ça a été un travail très, très, très dur. Alors, je vous dis un peu plus sur les acteurs. Moi, j'ai une vraie passion pour les acteurs. Je pense que les vrais collaborateurs du metteur en scène sont les acteurs. Parce que c'est eux qui nous portent l'histoire, nous, spectateurs. Évidemment, il y a le chef opérateur qui est important. Il y a le chef décorateur qui est très important. Mais je pense qu'une belle photo ou un beau décor ne sauve pas un film. Un mauvais acteur tue le film, qu'un bon acteur sauve un film. Voilà, c'est mon principe, et j'essaye de connaître bien tous les acteurs, en cinéma, en théâtre, etc. Parce que je pense que c'est deux collaborateurs essentiels. François, dans vos mémoires, Va où il est impossible d'aller, vous parlez des propositions politiques qu'on vous a faites il y a quelques années. Je voulais savoir si faire ce film, ça vous avait fait réfléchir sur le choix de refuser ces propositions. Moi, je pense que les propositions politiques qu'on m'a fait, c'était plutôt légère de leur part. Parce que moi, je me suis toujours été cinéaste. Je suis arrivé en France quand j'avais 21 ans. Et depuis, j'ai vécu en France tout le temps. Je parle le grec avec un fort accent français. Et j'ai perdu la fluidité de la langue. Ça d'abord. Et puis comment quelqu'un qui a vécu si longtemps de son pays peut venir prendre des responsabilités politiques, c'était absurde complètement. Voilà. Donc je n'ai pas accepté, je n'accepterai jamais comment dirais-je, un poste politique, quel qu'il soit, parce que d'abord je garde ma liberté, et aussi je ne serai pas bon, je serai même très mauvais, à supposer que. Bon, vous dites que vous n'êtes pas dans la politique, mais malheureusement, un film comme ça ne peut pas manquer d'avoir des effets politiques.
je pense qu'il y a un moment où il y a beaucoup de déceptions avec l'Europe. Il y a peut-être un Brexit dans quelques jours. Et il y a beaucoup de problèmes au sein de l'Europe, y compris. Est-ce que vous avez pensé à l'effet que ça peut avoir vers le FN, vers la gauche, vers la droite? Je demande ça tout en disant que c'était un merveilleux film. Ça a suivi vraiment mon impression de cette crise où les banquiers ont gagné. Ils gagnent depuis 30 ans, mais dans cette crise particulièrement, ils ont tout gagné. Et c'est écœurant. Mais ce film va avoir un impact politique. Et est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et est-ce que vous avez une vision de ce que vous aimeriez? Il est vrai qu'à partir du moment où on touche à une histoire vraie, historique, je dirais, le cinéma, il y a une grande responsabilité. Il y a une grande responsabilité que j'ai toujours eue. J'ai fait quelques films comme celle-là. Il y a Z, il y a L'Aveugle, il y a Amel, enfin, quelques autres. Il y a une grande responsabilité. Et ce qui m'a toujours semblé déterminant, essentiel, c'est de respecter deux choses. L'éthique des personnages et l'éthique des situations. Il est vrai que quand on fait un film comme celui-ci, qui est passé par... Enfin, l'histoire s'est déroulée pendant plusieurs années, mais essentiellement pendant 5 mois, on fait un film de 2 heures. Donc on ne peut pas tout raconter. On suggère, par exemple, que cette dette a augmenté énormément au gouvernement précédent, de gauche, les socialistes et la droite. Ils l'ont laissé... Mais on ne peut pas faire toute une scène là-dessus pour expliquer cela. Il fallait laisser cela peut-être aux spectateurs qui connaissent ou ceux qui veulent en savoir plus pour le connaître par la suite. J'utilise toujours la phrase d'un historien italien qui a expliqué un tout petit peu cette relation entre cinéma et spectateur. Ginsberg, il a dit que, un historien, il a dit que voilà, ce que le cinéma peut faire, peut introduire les spectateurs dans le cabinet de travail de l'historien. Et à partir de là, c'est le spectateur qui veut en savoir plus ou pas, qui continue cet apprentissage. Voilà. C'est ça un film, à mon avis. On ne peut pas tout expliquer. Il y a énormément de choses qui ne peuvent pas être... D'abord, il a fallu que j'évite complètement les chiffres, ou le langage historien, le langage... économique. Économique. Les chiffres et le langage qu'utilisent entre eux, qui est une autre langue. Il y a un jargon extraordinaire, c'est grâce à Varoufakis, j'ai pu comprendre ce qui se disait entre eux. Voilà. Donc, alors, l'effet politique qui peut créer un film, là, ça devient, évidemment, il y a une responsabilité, mais aussi la responsabilité des spectateurs. Il peut l'accepter ou pas, il peut aller voir le film, il peut ne pas aller voir. Il y a cette relation aussi, parce que nous sommes libres complètement, ce n'est pas une chose imposée. Et avant de venir d'aller voir un film, vous savez plus ou moins de quoi il s'agit. Donc, si on va le voir, c'est parce qu'on a un certain intérêt. Donc je veux dire que cette responsabilité politique existe naturellement, mais comme je dis juste avant, c'est que je prends toutes les précautions pour ne pas mentir, pour ne pas utiliser des trucs du cinéma pour accélérer l'attention, aller plus vite, etc., etc. Vous avez parlé de la musique, monsieur, tout à l'heure. Vous avez parlé de la musique, c'est vrai, la musique, pour moi, c'est important. Mais la musique, beaucoup de producteurs, de metteurs en scène utilisent, surtout les Américains, pour accélérer un film, pour lui donner plus de rythme. Alors, pour moi, la musique, c'est un caractère. C'est un personnage, comme les autres, qui dialogue avec les autres personnages. Et qui les aide à avancer, qui les aide à s'exprimer même par moments. Voilà, c'est ce rôle de la musique pour moi. Et je demandais même à Alexandre Desplat, qui est un grand musicien, qui heureusement, il est aussi moitié grec, sa mère est grecque, il connaissait la musique grecque, je lui ai demandé d'introduire des colorités de la musique grecque qu'on n'entend jamais dans le cinéma. Donc pour insister aussi sur cette espèce de dialogue qu'ont les acteurs avec la musique. Bonsoir, je voudrais savoir si le film est sorti en Grèce et si oui, comment il a été perçu. Il est sorti depuis une semaine et il y a une grande controverse. Il y a des papiers dans tous les sens et de toutes sortes. Et
il y a beaucoup de Grecs qui désapprouvent le film parce qu'il ne montre pas d'une manière plus favorable le Premier ministre Tsipras, l'ancien Premier ministre Tsipras, et d'autres Grecs qui trouvent qu'on rappelle trop, ou même rappeler trop ou mentir, sur la responsabilité du gouvernement qui est aujourd'hui au pouvoir, et puis du parti socialiste. Donc il y a une sorte de confrontation permanente avec le film, mais il y a les autres entre les deux, qui réagissent aussi, voilà. Et vont voir le film, alors je vais voir dans les semaines à venir comment le film va être dans l'ensemble accueilli, mais je pense que je m'attendais que ça soit une grande controverse, et je ne me suis pas trompé. Sans surprise, le film ne sort pas pour l'instant, hein, Oui, oui. S'il vous plaît, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur les répercussions politiques, ce que votre film pointe très bien à la fin, c'est le déni de démocratie, puisque le peuple grec vote d'une façon, le Parlement derrière défait cela. On a déjà connu ça avec des traités européens validés par des référendums. Est-ce que, de la même façon, vous en attendez quelque chose, que ce soit en Grèce ou ailleurs? En Grèce ou en France? Non, mais les relations de la Grèce avec la France, d'une manière générale, ont toujours été, comme le dit à un moment donné l'acteur principal, très très proche. Et il est vrai aussi qu'il y a eu un moment où le gouvernement français ne s'est pas montré à la hauteur des attentes des Grecs, en général. Voilà. Il s'est laissé, phagocyter par les Allemands. Mais on peut dire une chose positive, c'est que malgré les à-côtés négatifs, c'est grâce au président Hollande et à Mme Merkel que la Grèce n'a pas été jetée